Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames et Messieurs, je crois qu'un des précédents intervenants a indiqué que le Maroc était dans le monde et le monde était dans le Maroc. Eh bien, moi, je vais vous parler d'une idée et d'une pratique qui est beaucoup plus moderne qu'on le croit, la coopération internationale, et je vais soutenir une proposition, une thèse contre-intuitive, parce que lorsque nous ouvrons les journaux tous les matins, le monde est à bien des endroits défiguré par des conflits cruels et des flambées de violences extrêmes. Et pourtant, je vais défendre la thèse selon laquelle notre monde n'a probablement jamais été aussi coopératif. Alors, avant de vous proposer ce développement, je voudrais répondre à 3 reproches qui sont assez régulièrement opposés à la thèse que je peux vous proposer. D'abord, le premier reproche, c'est le confusionnisme. De quoi s'agit-il ? Je vais vous parler de coopération internationale, mais vous allez me dire, mais c'est quoi la coopération internationale ? C'est une nébuleuse d'activités qu'on ne sait pas vraiment définir. Non, c'est inexact. La coopération internationale, c'est la reconnaissance de l'autre, c'est un ensemble d'actions concertées, c'est un volontarisme organisé, c'est la poursuite de biens communs, de buts communs. Tout cela relève d'activités coopératives. Cela ne veut pas dire que le conflit n'existe plus. Le conflit est bien là, mais il est contenu par des règles du jeu plus ou moins acceptées. Les organisations internationales, les règles du droit, la négociation internationale. Le deuxième reproche, c'est que lorsque l'on prétend que la coopération s'est étendue, on se voit tout de suite opposer l'idée qu'on est un idéaliste. Parce que nous avons cette conviction que les relations internationales sont façonnées par les rapports de force, par les rapports de puissance. Je dirais c'est notre réalisme ordinaire, c'est le réalisme des journalistes, des diplomates, de l'opinion publique. Au fond, plus ça change, moins ça change. Le réalisme ordinaire est d'une singulière pauvreté intellectuelle. Il ne prend pas en compte les multiples arrangements qui se nouent entre les États, les multiples liens qui se nouent entre les sociétés pour contester, pour résister. Au fond, y a-t-il besoin d'opposer puissance et coopération ? Nullement. Nous n'avons pas à choisir dans notre monde entre le monde de la puissance et le monde de la coopération. Pour la bonne et simple raison que les relations internationales sont faites de puissance et de coopération. C'est ce que Thomas Schelling appelle les jeux à motivation mixte. Donc la question n'est pas d'opposer la puissance et la coopération, mais de regarder dans notre monde comment les rapports entre la puissance et la coopération ont évolué, et moi je soutiens que la coopération a gagné du terrain. Enfin, le troisième reproche qu'on pourrait me faire, ou qu'on pourrait faire à cette thèse, c'est qu'elle est évolutionniste. Oui, vous avez des idées généreuses, optimistes, mais au fond, tout ça, c'est un avenir radieux, c'est l'avenir du progrès. Pas du tout. Ce lent cheminement de la coopération a une histoire récente, une histoire irrégulière, une histoire accidentée, une histoire brisée dramatiquement par 2 conflits mondiaux, une histoire qui connaît des périodes de régression, peut-être sommes-nous d'ailleurs en train d'en vivre une depuis une dizaine d'années, mais néanmoins, dans la perspective d'environ 1 siècle et demi, c'est-à-dire depuis la moitié du XIXe siècle, le processus a poursuivi sa route de manière accidentée,
de manière irrégulière, mais comme un processus de pacification de notre monde imparfait. Alors, comment ce processus est-il né? Comment s'est-il développé? Et sur quoi débouche-t-il aujourd'hui? Bien, ce processus est né d'abord avec l'invention des organisations internationales. Il s'est développé ensuite à travers l'extension du multilatéralisme. Et enfin, aujourd'hui, il nous lègue, il nous transmet une conception fondamentalement différente de la sécurité internationale. Alors reprenons ces 3 points. D'une part, l'invention des organisations internationales. L'invention des organisations internationales est indissociable de la première mondialisation dont nous avons déjà parlé souvent ici. Révolution des transports, des communications, des investissements, extension aussi des conquêtes avec le processus de colonisation. Bref, se pose aux contemporains, c'est-à-dire aux hommes et aux femmes de l'époque, la question du rétrécissement du monde, shrinking world. En fait, l'expression sera plus tardive, mais l'idée est là. Le monde se rapproche et d'autres événements, d'ailleurs, viendront en témoigner, à commencer par la Première Guerre mondiale. Aucune partie n'est épargnée. Et pour les contemporains, le fait majeur qui s'impose, c'est celui de l'interdépendance. La notion d'interdépendance apparaît à cette époque-là, elle n'est plus du tout vue de manière cosmopolitique et un peu romantique comme au XVIIIe siècle. L'interdépendance devient à ce moment-là un fait social. Comment, se demandent les contemporains, faire produire à l'interdépendance le meilleur, c'est-à-dire le rapprochement sans le conflit? Car l'interdépendance peut aussi produire le pire, c'est-à-dire le conflit. Eh bien, la réponse, c'est qu'il faut organiser l'interdépendance, il faut la domestiquer pour lui faire produire le meilleur, et la façon de domestiquer l'interdépendance, c'est de créer des organisations internationales. D'où ce développement très important des organisations internationales dans la deuxième moitié du XIXe siècle, les postes, les télégraphes, la santé, la propriété intellectuelle, la propriété littéraire, les tarifs douaniers, etc., etc. Évidemment, ces unions internationales sont essentiellement européennes. Elles sont teintées d'impérialisme, on est un peu entre soi, mais l'idée est tout de même d'essayer de construire quelque chose à portée universelle. Nous n'en sommes pas là, bien entendu, à l'époque. Ce qui est intéressant après la Première Guerre mondiale et les premières organisations internationales, c'est bien entendu le fait majeur de la création de la Société des Nations, première organisation politique à vocation universelle. Et avec la Société des Nations, s'impose une nouvelle doctrine, la doctrine de la solidarité. La solidarité, évidemment, elle est encore très limitée, elle est encore très idéologique et très orientée, mais l'idée, c'est qu'on ne peut pas construire la paix uniquement par la non-guerre. C'est l'émergence d'une nouvelle conception de la paix positive, c'est-à-dire une paix qui doit être construite également sur la justice sociale et sur un certain nombre de redistributions au niveau international. D'où d'ailleurs la création de l'Organisation internationale du travail, comme vous le savez, dans la continuité du pacte de la SDN. Ces développements vont être poursuivis dans une deuxième partie
avec ce que j'ai appelé l'extension du multilatéralisme. Les pièces du puzzle sont posées. C'est la Seconde Guerre mondiale qui va donner une impulsion formidable au multilatéralisme. Je n'ai pas le temps de développer ici, mais le multilatéralisme, c'est d'abord une politique des États-Unis pour un monde politique plus sûr, mieux contrôlé et un monde économique plus libéral. Le multilatéralisme, d'ailleurs, le terme multilatéralisme date de 1948 et il est intimement lié à la politique étrangère des États-Unis. Ceci étant, ce multilatéralisme, finalement, qui aurait pu être simplement l'expression d'une politique de puissance, par la ruse de l'histoire, va se retrouver un dispositif relativement contraignant, la puissance. Ce multilatéralisme qui se caractérise au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par le développement d'un certain nombre d'organisations internationales, on en avait une trentaine à la veille de la Première Guerre mondiale, on en a aujourd'hui entre 250 et 280. Ces organisations internationales, elles vont capter de plus en plus d'acteurs. D'abord, les États. Vous le savez, 51 États au moment de la signature de la Charte des Nations Unies, 193 aujourd'hui, une augmentation qui va transformer complètement d'ailleurs le système des Nations Unies. Mais ce n'est pas simplement le nombre d'États qui augmente. Le multilatéralisme va se caractériser par une dynamique d'inclusion. Ce sont les organisations non gouvernementales qui vont être associées aux délibérations multilatérales. Une quarantaine d'organisations non gouvernementales reconnues en 1946, 4000 aujourd'hui. Mais au-delà des organisations non gouvernementales, et depuis, je dirais, une quinzaine d'années, c'est un nouvel acteur qui vient s'inviter dans les délibérations et les actions multilatérales, les entreprises, les acteurs marchands. Une des grandes modernités de la coopération internationale depuis une quinzaine d'années, ce sont les partenariats publics-privés, le développement d'actions collectives internationales qui mobilisent un nombre considérable d'acteurs, des fondations, des organisations non gouvernementales, des États, des organisations internationales, des entreprises. Prenez un partenariat très connu comme Sauver le paludisme, contre le paludisme et la malaria. C'est un partenariat qui représente environ 300 acteurs. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, n'est qu'un acteur parmi bien d'autres. Donc, une dynamique d'inclusion et une dynamique également qui va entraîner une augmentation des mandats. Dans un premier temps, les organisations ont des mandats relativement précis. Pour donner un exemple très connu, le Conseil de sécurité, il est compétent pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale, article 24 de la Charte des Nations Unies. Mais en fait, pour différentes raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer ici, les organisations internationales et les organes des organisations internationales vont élargir leurs compétences. Et finalement, de nombreux domaines et de nombreux nouveaux enjeux vont tomber dans leurs compétences. Vous le savez, c'est l'environnement, c'est la question du genre, c'est la question bien entendu des droits de l'homme, c'est la question de la sécurité alimentaire, c'est la question de la sécurité sanitaire, etc. La dernière fois, je regardais les missions et le mandat d'une organisation assez spécifique qui s'appelle l'Organisation météorologique mondiale. Au départ, l'Organisation météorologique mondiale devait uniquement s'occuper de prévisions météo, en particulier pour des raisons, à l'origine, militaires et économiques, avec le développement de la marine à vapeur. Si vous regardez aujourd'hui les mandats de l'Organisation météorologique mondiale, vous serez étourdi.
car l'Organisation météorologique mondiale s'occupe du changement climatique, bien entendu, c'est même l'organisation qui a lancé le débat sur le changement climatique, mais également de la gestion des conflits, de la prévention des risques naturels, et tout un tas de missions environnementales, de telle sorte qu'aujourd'hui, le mandat de cette organisation est devenu tout à fait considérable. Alors, les mandats se sont développés, ils ont augmenté, et l'avant-dernier secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, indiquait que juste pour le système des Nations Unies, le système des Nations Unies gère aujourd'hui 9000 mandats. 9000 mandats sur un nombre de secteurs, donc, vous l'imaginez, extrêmement étendu. Alors, cette extension du multilatéralisme, sur quel monde, dans une certaine mesure, débouche-t-elle et que nous laisse-t-elle aujourd'hui? Je crois que ce qu'elle nous laisse, c'est une conception tout à fait renouvelée de la sécurité. Et je voudrais ici revenir sur des choses qui sont connues, mais qui ne sont peut-être pas toujours appréciées à leur juste valeur. Pendant très longtemps, dans l'histoire des relations internationales, la paix a dépendu et a reposé sur l'équilibre des forces, ce que nos amis anglais appellent le balance of power. Il y a une révolution conceptuelle considérable avec la création de la Société des Nations. La Société des Nations pose que la paix ne doit pas reposer sur un équilibre des forces, mais au contraire sur un déséquilibre des forces, tous contre le perturbateur. Et de ce point de vue, il est bon de rappeler l'article 11 du pacte de la SDN. Toute guerre ou menace de guerre, qu'elle affecte ou non l'un des membres de la société, intéresse la société tout entière. 1919, cette proposition est révolutionnaire. Et malgré les échecs de la SDN, c'est cette conception de la sécurité qui sera reprise aux Nations Unies. Le président Roosevelt, qui avait beaucoup d'admiration pour le président Wilson, il a d'ailleurs été son secrétaire d'État à la Marine, voulait une SDN, comme il le disait, plus teeth, plus des dents. Les dents, c'est le Conseil de sécurité. Mais la conception de la sécurité est la même, une conception de la sécurité qui est collective. Alors, cette conception radicalement nouvelle, nous savons qu'elle a eu beaucoup de mal à s'exercer, et nous savons que les mécanismes qui ont été prévus par la Charte des Nations Unies ont été bloqués et, encore récemment, sont bloqués lorsqu'il faut faire face à une crise. C'est bien la raison pour laquelle, au lieu de la sécurité collective qui était prévue par les Nations Unies, se sont développés des dispositifs pas du tout prévus par la Charte, les opérations de maintien de la paix. Car les opérations de maintien de la paix n'étaient pas du tout prévues par la Charte des Nations Unies, mais aujourd'hui, c'est un instrument non négligeable. Là aussi, c'est à la mode de critiquer assez largement et lourdement les opérations de paix des Nations Unies, mais n'oublions pas tout de même que c'est la première armée au monde sur le terrain, plus de 100 000 personnes, dans 16 terrains différents, et des terrains où aucune armée nationale ne veut aller seule. Que les opérations de paix des Nations Unies demandent à être améliorées, certainement, mais en attendant, c'est un instrument irremplaçable. Ces opérations de paix, elles sont devenues multidimensionnelles. C'est bien une des raisons pour lesquelles elles sont souvent peu efficaces. Car au fond, ces opérations, on leur demande de tout faire. On leur demande de séparer les combattants,
on leur demande de poursuivre les perturbateurs, on leur demande de protéger les populations civiles, on leur demande de reconstruire les sociétés, on leur demande de reconstruire les États. C'est beaucoup pour des opérations qui sont peu nombreuses, sous-financées et avec des mandats souvent assez peu précis. Ce qui est intéressant à travers les demandes que l'on formule auprès des opérations de maintien de la paix, c'est que la conception de la sécurité nationale comme la sécurité internationale, d'ailleurs les deux maintenant se confondent de plus en plus, cette conception de la sécurité a profondément changé. Elle est devenue multidimensionnelle. La sécurité internationale, ce n'est plus la sécurité politique et militaire. C'est la sécurité économique, c'est la sécurité sociale, c'est la sécurité environnementale, c'est la sécurité sanitaire, c'est la sécurité alimentaire. Et vous l'avez reconnu dans mon énumération, c'est la sécurité humaine, telle que l'a définie le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, en 1994. Cette notion de sécurité humaine fait l'objet d'un certain nombre de débats et de résistance de la part d'un certain nombre d'États qui voient dans cette notion de la sécurité des risques d'ingérence. Mais néanmoins, aujourd'hui, on ne peut plus penser la sécurité internationale, et d'ailleurs la sécurité au plan national également, uniquement en termes politiques et militaires. C'est donc, me semble-t-il, une très grande avancée que le Conseil de sécurité lui-même a pris en compte. Lorsque le Conseil de sécurité indique qu'une guerre civile, c'est-à-dire une guerre intra-étatique, peut être une menace à la paix et à la sécurité internationale, il élargit considérablement son mandat. Quand le Conseil de sécurité indique que le virus Ebola peut être une menace à la paix et à la sécurité internationale, il élargit considérablement son mandat et il transforme la conception que l'on peut se faire et vers laquelle nous tendons laborieusement, difficilement, mais vers laquelle nous tendons cette nouvelle conception de la sécurité internationale qui fait que les uns et les autres, de ce point de vue, nous appartenons à un seul monde. Alors, je terminerai. Au fond, pourquoi est-ce que nous ne croyons pas à toutes ces idées? Pourquoi n'y croyons-nous pas? Et pourquoi les reproches dont je vous parlais au début de ce petit exposé, vous risquez de les reprendre et de dire « Oh, ma foi, tout ça est assez idéaliste ». Nous n'y croyons pas pour un certain nombre de raisons, difficiles peut-être à énumérer de manière exhaustive, mais il y a d'abord le fait que la concurrence médiatique favorise le sensationnel. Il y a aussi peut-être le fait que certains acteurs de la coopération ne tiennent pas à trop souligner leur succès au risque de perdre leur financement. Il y a peut-être aussi le fait que nos attentes sont toujours très élevées, toujours très en avance, et que nous sommes toujours déçus parce que ce qui se passe est en deçà, moins bien que ce que nous aurions voulu. Néanmoins, et il y a probablement d'autres raisons, il me semble que nous devrions croire à cette dynamique, même si c'est une dynamique fragile, parce que si nous y croyons et si nous l'analysons, nous la comprenons, nous pouvons aussi l'accompagner pour le bien-être de tous. Je vous remercie.